Dans cet épisode, je vais vous parler de comment se passe généralement la rencontre entre les parents et le compagnon ou la compagne d'un enfant en Chine. On va parler aussi de l'enseignement du FLE en Chine. FLE qui veut dire français langue étrangère, donc faire preuve de français en Chine tout simplement. Et de l'intimité d'un prénom en Chine. Est-ce qu'on peut par exemple se permettre d'appeler les gens par le prénom ou pas? La réponse est non dans beaucoup de cas. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode de 025 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCLCCCV. Alors, on va commencer tout de suite par les questions, j'ai pas envie de raconter ma vie aujourd'hui, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors Rémi qui me demande, bonjour Cédric, comment se passe généralement la rencontre entre les parents et le ou la compagne, donc compagnon ou compagne de leur enfant. Y a-t-il une habitude spéciale, un point culturel à connaître? Alors, donc amicalement, Rémi et tout ça. Alors il faut noter plusieurs éléments et souvent, les parents vont fixer effectivement une première rencontre, ça va être prévu, bien évidemment, et c'est un petit peu l'art de la guerre de Sun Tzu, quoi. On va décider, c'est généralement les parents qui sont les maîtres dans ça, qui sont les plus stratèges, c'est les plus vieux d'ailleurs, ils sont plus sages. Par exemple, ils vont décider de où ça va se passer. Est-ce que le compagnon ou la compagne donc de leur enfant va venir à la maison, ou est-ce qu'ils vont se rendre dans un restaurant? Là aussi, en fonction du type de restaurant qu'on choisit, ça peut permettre d'évaluer différentes choses. Et donc après, il va être évalué, effectivement, il va être jugé. Alors, il faut noter que c'est pas toujours les parents qui vont décider si leur enfant va rester avec avec son compagnon ou sa compagne, mais c'est très très important, et on en reparle après pourquoi et dans quel cas d'ailleurs c'est plus important que en France pour bien des cas, mais ça n'est pas non plus le plus important. J'en ai parlé dans un podcast précédent, là je reviendrai pas dessus. Alors, par exemple, on va jauger un petit peu de comment se passe l'arrivée. Tiens, qu'est-ce qu'il a ramené ou qu'est-ce qu'elle a ramené? Ce compagnon ou cette compagne, ça va dépendre aussi de l'enfant aussi, des parents. S'il est intelligent, leur enfant, il va faire attention à toutes ces choses-là. Et puis s'il aime bien la personne avec qui il est d'ailleurs. Par exemple, est-ce qu'il nous a ramené un sac de pommes, ou est-ce qu'il nous a ramené une bonne bouteille d'alcool, pour le repas? Voilà, tout va se passer après pendant le repas, donc à l'arrivée, pendant le repas, quand on quitte le repas, etc. Est-ce que lors du repas, quel est son comportement? Est-ce qu'il est serviable? Est-ce qu'il est aimable? Est-ce qu'il va avoir tendance à inviter les personnes à boire, à porter des toasts? Est-ce qu'il tient l'alcool aussi? Enfin bon, pas mal de choses, donc c'est plus que de la politesse, c'est vraiment tout. C'est plus une sécurité au final. Peut-être qu'on s'en fout un petit peu de la politesse, ou est-ce qu'il est bien habillé, etc. Ça, on s'en fout complètement. Ce qui va être important, c'est de se rendre compte, les parents ils vont juger de comment il est pour mon enfant, comment est-ce qu'il est pour ma fille, comment est-ce qu'il est avec elle, comment est-ce qu'il est donc, est-ce qu'il s'occupe bien d'elle, est-ce qu'il s'occupe bien de lui, etc. Ça va être ça, et ça diffère un petit peu à la France, parce que souvent, on a des parents en France, j'ai déjà eu l'occasion de voir ça, où, parce que les parents, ils n'aiment pas la personne, parce que elle est gothique, parce que, je sais pas moi, ou n'importe quoi, c'est des trucs bidons, ils vont dire à l'enfant, reste pas avec elle, ou reste pas avec lui. En Chine, ça va pas être comme ça. Ça va pas être de voir, tiens, elle est comme ça, elle fait ça, etc. Ça va être de voir comment est-ce que lorsqu'on est en repas, lorsqu'on est ensemble tout en famille, comment est-ce que le compagnon de leur enfant est envers leur enfant. Est-ce que il s'occupe bien de lui? Est-ce qu'il s'occupe bien d'elle? Est-ce que, je sais pas, moi, il rajoute des trucs dans son bol pendant qu'elle mange? Est-ce que elle a un souci, ou il lui manque quelque chose? Est-ce que il va aller lui chercher de l'eau, il va aller lui chercher n'importe quoi pour lui donner? Voilà, c'est plus serviable envers leur enfant, et au final, même s'il est pas super gentil avec eux, donc les parents, s'il est pas super gentil avec les beaux-parents, on va dire, c'est pas forcément grave. Parce que c'est pas la même façon de voir les choses, c'est peut-être un petit peu moins égocentré, je sais pas. Ce qui est vraiment important, c'est l'avenir, voilà, c'est l'avenir de la famille, et c'est pas ce que eux, au final, est-ce qu'ils aiment ou est-ce qu'ils aiment pas l'enfant. Alors bien évidemment, après, on peut pas faire un cas général, mais moi c'est ce que j'ai vu, et ça m'a notamment donc vraiment étonné. Alors, c'est d'autant plus important lorsque on a un enfant unique, et c'est d'autant plus important lorsque cet enfant unique est une fille. Pourquoi? Parce que si c'est une fille, généralement, elle va quitter la famille. Et en plus, si l'homme habite dans une autre ville, généralement, la fille va partir vivre avec l'homme.
Après, ce sont encore des généralités, mais ça c'est vraiment très très important. Ce qui veut dire qu'en fait, ils vont perdre leur fille, entre guillemets, et leur fille donc va aller vivre avec cette personne. Alors il y a vraiment intérêt à être bien avec elle et à lui vouloir du bien, parce que les parents ils vont se retrouver tout seuls. Donc si non seulement l'enfant ne s'occupe pas de leur fille et en plus il est pas serviable avec eux et montre pas qu'il a un intérêt vers eux, eh bien au final les parents ils sont foutus quoi. Ils sont foutus parce que là ils se disent bah tiens voilà, moi je peux faire une croix sur ma retraite, je peux faire une croix sur la fin de ma vie parce que j'aurai plus ma fille, j'aurai pas de beau-fils, il y aura personne pour s'occuper de moi et puis je vais crever voilà, parce que on n'a pas de bonne mutuelle, on n'a pas de bonne sécurité sociale en Chine et au final bien c'est leur avenir qui s'écroule comme ça tout d'un coup. Donc on est un petit peu plus égocentrique, on va dire, et un petit peu plus égoïste dans cette situation-là en Chine. Mais alors c'est pas de l'égoïsme, on va dire, débile. C'est pas de l'égoïsme, excusez-moi le terme, mais c'est pas de l'égoïsme juste pour dire ouais j'aime pas les gothiques, ou j'aime pas parce qu'elles s'habillent en noir, ou j'aime pas la couleur de son vernis, et voilà quoi, ou j'aime pas la façon dont elle parle. Non. C'est un égoïsme, on va dire, de survie. Et ça c'est important parce que c'est imprégné dans la culture, et peut-être que parfois ils vont pas utiliser ces termes-là, et que les parents ils vont dire bah je l'aime pas parce que, etc., et trouver des excuses bidons, mais au final, au fin fond de leur façon de penser, au fin fond de leur cerveau, parce qu'on sait jamais ce que notre cerveau il pense, mais au fin fond de ce qui se passe là-dedans, eh bien c'est ça. C'est de se dire je vais crever tout seul. Voilà. C'est terrible mais c'est comme ça. Donc je pense que si c'est une fille, il y a effectivement deux parties à séduire. Si vous voulez séduire une fille, il faut séduire la fille et ses parents. Si vous êtes une fille et que vous voulez séduire un garçon, j'ai envie de dire, si vous êtes jolie ou sympathique ou marrante ou n'importe quoi, ça peut suffire. Mais dans l'autre cas, vraiment, c'est pas forcément possible pour les raisons culturelles, démographiques, politiques, économiques que je viens donc d'évoquer. Voilà pour ce qui me vient à l'idée donc avec cette question, Rémi. J'espère que ça répondra bien à ta question. Alors si ça te concerne personnellement, du coup, tu sais que tu dois mettre le paquet aussi pour te rapprocher des beaux-parents. Si tu aimes, et bien évidemment, leur fille. Alors, question de Anonyme, elle est pas mal celle-là. Bonjour, quelle est, d'après ton expérience, la meilleure façon de gagner sa vie en Chine en tant qu'étranger? Bon, j'ai déjà évoqué des trucs comme ça, mais bon. Je procède actuellement à ma réorientation vers une licence de chinois. Cependant, j'hésite sur le type de spécialisation vers laquelle il serait préférable de me diriger en parallèle. Je n'ai pas vraiment la fibre commerciale, je suis plutôt littéraire. J'aimerais me diriger vers l'enseignement du FLE. Cependant, est-ce un choix judicieux? Demande, salaire, précarité éventuelle de l'emploi. Alors, Anne, si tu veux faire preuve de FLE, peut-être qu'il serait plus intéressant de faire une licence FLE ou un master FLE. Pas une licence de chinois, faire les deux en même temps, parce que c'est important. C'est pas parce qu'on parle chinois et qu'on est français que l'on est un bon prof de français. Moi je suis français, je parle chinois d'ailleurs, et je ferai un super nul prof de... Voilà, c'est même la phrase elle est nulle en français, donc je ferai un super nul prof de français. Voilà, comme ça c'est très clair, et vous avez l'exemple en même temps. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui pour nous autres français sont naturelles, et lorsqu'on doit les expliquer par contre à quelqu'un, c'est difficile. Pourquoi papillon c'est un papillon? Pourquoi constitution c'est une constitution? Parce que les trucs qui se terminent en sion c'est toujours féminin. Mais si vous n'avez pas fait FLE ou si vous n'avez pas travaillé sur ce genre d'astuce, eh bien vous ne le savez pas. Voilà, vous ne le savez pas. Et vous avez beau dire à vos élèves parce que c'est comme ça, au final vous serez un prof nul. Et ça c'est quelque chose que j'aime pas aussi avec l'enseignement du chinois. Moi j'aime bien expliquer pourquoi est-ce qu'on dit ça, pourquoi est-ce qu'on utilise les classificateurs, pourquoi est-ce qu'on veut dire une phrase de cette manière-là. Et des astuces et des trucs comme ça. Parce que j'ai regretté, parce que moi aussi j'ai eu des profs chinois, et même pas chinois, qui me disaient il faut apprendre les caractères par cœur, et ils sont comme ça parce qu'ils sont comme ça. Voilà, t'apprends ce caractère de 38 traits, tu les traces dans cet ordre, parce que c'est comme ça. Maintenant tu l'apprends par cœur, tu le recopies 100 fois s'il faut, et puis voilà. Et à côté de ça, on a les profs qui effectivement une formation en pédagogie, en enseignement de la langue, et qui là vont vous dire, bah si tu regardes Cédric l'étymologie du caractère et que tu regardes un petit peu la construction et la logique, etc., de la chose, eh bien tu peux comprendre pourquoi est-ce que ce caractère il est composé de cette manière-là, tu peux le décomposer en différents éléments, ça va t'aider en plus à le mémoriser, Cédric. Et ça c'est totalement différent. Donc, si tu veux faire prof de français en Chine, travaille là-dessus. À la fois sur une formation à FLE, il y en a qui sont proposées par les alliances françaises, donc tu peux même le faire en Chine d'ailleurs, je pense, et aussi sur les astuces. Voilà, ça peut être quelque chose, et des bons profs de français en Chine, c'est difficile à trouver. On trouve énormément de gens qui sont engagés dans les universités en Chine parce que
ce sont par exemple des jeunes Français, et parce que ce sont des jeunes Français qui savent pas quoi faire, eh bien on va les engager pour les mettre dans les universités. Ils seront pas payés bien cher, parce qu'ils sont jeunes, voilà, et qu'ils sont pas qualifiés. Ça sera un petit compromis, voilà, pour commencer, pourquoi pas, l'enseignement du français dans une université. Alors après, par contre, ça peut être de plus en plus difficile aussi à trouver ce genre de place. Donc si vous n'êtes pas qualifié, si vous n'avez pas ces astuces d'ailleurs, et que vous parlez pas très bien chinois, il sera très difficile, par exemple, d'être sur Pékin, Canton ou Shanghai. Vous serez envoyé dans des villes comme, des villes, on va dire des moyennes villes, hein, mais c'est toujours plusieurs millions d'habitants, comme Guiyang, comme Chengdu, comme Chongqing, comme Kunming, etc. Donc ça c'est important. Alors, après t'es pas obligé donc de rester dans l'enseignement. Alors tu me dis t'as pas la fibre commerciale. Hein, tu me dis j'ai pas vraiment la fibre commerciale, je suis plutôt littéraire. Bien, on peut trouver plein de trucs en rapport avec le littéraire, ou pourquoi pas l'artistique, ou n'importe quoi. Là, ça va dépendre de tes passions aussi. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu aimes ? Voilà, et là on va repartir dans des considérations marketing que j'ai déjà évoquées, donc peut-être que tu peux t'orienter là-dessus aussi. Donc réécoute les précédents podcasts, ça pourrait peut-être t'intéresser. Et surtout, avant de faire ton choix, teste. Moi j'aime bien tout tester, vous le savez si vous me suivez pour le business, vous le savez moins si vous me suivez pour le chinois, mais teste. Si c'est l'enseignement qui t'intéresse, va dans une association ou crée une association d'enseignement du chinois. Tu débutes dans le chinois, c'est pas grave. Tu donnes des cours pour grands débutants, ou tu vas donner des cours aux grands-mères dans une maison de retraite ou n'importe quoi, ou des cours particuliers. Et tu leur expliques, ce que tu as appris, donc récemment. Par exemple, tu prends 1 mois, 2 mois d'avance, hein. En plus, si t'es en licence, ça va aller assez vite, et tu auras de quoi commencer à former les gens à 1 heure par semaine en cours particulier, pourquoi pas. Et là, tu vas te rendre compte si effectivement c'est ton truc, l'enseignement. Et si c'est ton truc, l'enseignement avec les jeunes, si c'est ton truc, l'enseignement avec les moins jeunes, si c'est ton truc, l'enseignement avec les extrêmement moins jeunes. Voilà. Tu peux regarder ça, tester. Parce que si tu attends d'avoir terminé ta licence, plus d'avoir fait ta formation, et fais-le avant de te rendre compte qu'au final l'enseignement du français en Chine c'est pas du tout ce qui t'intéresse et c'est complètement naze, eh bien ça serait un petit peu gênant. Donc teste, et puis sinon donc oriente-toi en fonction de tes passions. Voilà. Donc le classique parcours, on va dire, de juste apprendre le chinois et de se rendre en Chine pour faire preuve de FLE, donc il y a vraiment peu de demandes maintenant. Hein, ça devient difficile. Ça fait rêver, il y a beaucoup de gens qui veulent le faire, mais ça devient vraiment difficile. Sauf à l'intérieur des terres. Mais à l'intérieur des terres, il faut bien maîtriser le chinois. Alors, question 3. Bonjour Cédric, merci pour vos précieux enseignements sur la Chine. J'ai un ami chinois depuis 6 mois et on parle souvent, mais parfois j'ai l'impression qu'il a du mal à s'ouvrir et qu'il est très timide. Je reprends ma respiration. Exemple, en parlant de prénoms, je lui ai demandé les prénoms de ses parents et de sa sœur, par curiosité, mais il évite la question et n'aime pas parler de sujets personnels. D'où ma question, les Chinois sont-ils très réservés même avec leurs amis ? Ou alors, un prénom est si personnel. Alors ça c'est intéressant parce que effectivement, si vous demandez le prénom comme ça des parents ou de toute la famille de quelqu'un, d'un ami ou même d'une personne qui vous est proche, il va se dire mais c'est quoi, lui c'est les renseignements généraux, ou je sais pas comment ça s'appelle en chinois derrière les renseignements généraux. Mais moi par exemple, je connais pas les prénoms des tantes de ma femme. Il y en a que j'ai découvert lorsque j'avais fait des demandes de visa pour qu'ils viennent en France. Parce que en Chine, eh bien votre ami, et en plus c'est même pas un petit ami à première vue, votre ami, ou même si c'est votre petit ami, vous ne les appellerez jamais, ses proches, que ça soit sa sœur ou ses parents, par leur prénom. Vous les appellerez grande sœur ou petite sœur, si ça dépend de son âge, ou beau-père, belle-mère, voire père-mère, en fonction de votre degré d'affinité avec eux, ou de connivence, pour caser un mot sympa. Alors, c'est un peu comme si on demandait en fait, si là moi je te demandais, d'ailleurs c'est quoi, j'ai pas le nom, tiens, c'est une question anonyme, mince alors. Donc ça serait aussi une question de anonyme. Oh, j'ai fait 2 fois la même blague pourrie. Alors, c'est un petit peu comme si je te demandais, Anne, voilà, quel est le nom de jeune fille de ta mère ? Ça fait un petit peu bizarre, effectivement. Ça fait un petit peu tordu comme ça. Quand on le ressent comme ça, il y a quelqu'un qui arrive comme ça, vous le connaissez, c'est un ami quoi, juste un ami, puis un jour il vous dit, bon tiens, ouais, si on parlait de prénom, voilà, on parlait de prénom, puis il y a, au fait, c'est quoi le nom de jeune fille de ta mère ? Là, il va se dire, est-ce qu'elle est en train de chercher la réponse à la question secrète de mon compte Facebook ? Voilà, par exemple, hein. C'est un peu trop personnel, effectivement. Et en plus, si c'est juste un ami, il faut éviter les sujets trop personnels, d'ailleurs. Les Chinois, ils sont plutôt comme ça, on va dire. Bien évidemment, sans vouloir rajouter de préjugés encore une fois, il faut que ça soit un vrai ami.
un vrai ami, c'est quelqu'un avec qui on a une relation symbiotique, quoi. Vraiment j'ai encore plus facile un mot compliqué, dis donc. Il faut vraiment que ça soit une relation très proche, très forte avec cette personne, donc que ça soit un petit ami, pour aller poser des questions personnelles. Donc faites attention peut-être aussi sur ce point culturel lorsque vous échangez avec des amis. Si un sujet, et vous le sentez, qu'il a du mal à s'ouvrir, comme vous le dites, qu'il a l'air timide ou réservé, eh bien peut-être que il faut tout simplement pas insister. Comme pour vous, on a des sujets pour nous, on a des sujets, nous autres français ou francophones, qui peuvent paraître un petit peu déplacés, qui peuvent paraître un petit peu tabous, qui peuvent paraître un petit peu bizarres, comme la question du salaire par exemple. Vous allez voir quelqu'un et vous lui dites, bon, tu gagnes combien? En France, ça se fait pas. En Chine, ça se fait sans aucun problème. En France, on va se dire, mais attends, je vais pas lui répondre, mais il est complètement fou, quoi. Pourquoi est-ce que je vais lui dire ça? Est-ce qu'il veut vérifier mes impôts sur le revenu ou quoi? En Chine, au contraire. Pas du tout. On a des gens très riches qui côtoient des gens très pauvres, chose qu'on voit pas très souvent en France, et les gens ils parlent comme ça, voilà, moi je gagne 200 € par mois, oui, bah moi je me fais 50 000 quoi. C'est tout. C'est comme ça. Donc, si vous sentez que ça bloque, n'insistez pas trop dans un premier temps, ou bien alors pas directement, voilà, pas poser la question directement pour pas faire perdre la face à la personne. Par exemple, lui poser la question, tiens, est-ce que ça se fait de demander les prénoms des gens comme ça? Vous attendez quelques jours, et plutôt que de dire, bah pourquoi t'as pas voulu me donner le prénom, oui, dites-lui, bah tiens, est-ce que ça se fait comme ça de parler sur les prénoms des personnes de la famille en Chine, voilà, ou quelque chose comme ça. Ou là, il pourra vous répondre, et là aussi, donc de manière indirecte, il vous dira, non, ça se fait pas, ou il vous expliquera pourquoi est-ce qu'il était timide, sans vous dire, eh bien, parce que j'étais timide, parce que j'avais l'impression que tu voulais, je sais pas moi, faire une enquête sur moi, où je me disais, tiens, est-ce que tu fais pas partie des services secrets russes, là, ou quelque chose comme ça. Voilà. Pour cette question, donc, c'est l'interculturalité, là c'est vraiment très intéressant comme question, Anne. Alors, un petit bilan, donc, pour ces 3 questions, c'était sympa. C'était sympa, vraiment. On a vraiment 2 questions qui tournent un petit peu dans le même sujet, hein. Donc, de la sphère personnelle, de la sphère de l'intime, de l'amitié, et cette question aussi sur le FLE qui est intéressante aussi, surtout l'idée de test. Si vous avez une idée pour votre carrière, que ça soit ou non en rapport avec la Chine, essayez de tester avant, plutôt que de regretter quand vous aurez terminé vos études et commencé à bosser 2 ans dans une boîte, et là vous aurez déjà perdu 5 ans et vous vous rendrez compte qu'au final c'est pas ça que vous voulez. Voilà, c'est mon point de vue, après vous faites ce que vous voulez. Tiens, ma question pour vous. Posez-moi des questions d'abord sur du-chinois.com/questions, questions au singulier, ça me fera plaisir d'y répondre dans un prochain podcast. Et puis ma question pour vous aujourd'hui c'est, depuis combien de temps vous me suivez? Voilà. Depuis combien de temps me suivez-vous? Répondez en dessous de la vidéo YouTube de préférence, parce que les commentaires par exemple sur les blogs ou bien n'importe où, je suis un petit peu moins réactif que sur YouTube. Donc dites-moi depuis combien de temps est-ce que vous me suivez, ça me fera plaisir. Tiens, puisqu'on parlait dans un dernier podcast de personnes qui me suivent depuis des années déjà, et ça me fait vraiment plaisir. D'ailleurs, si vous me suivez depuis des années, merci encore, hein. Franchement, c'est à vous que je dois ma motivation de continuer encore aujourd'hui. Ou bien alors, j'ai reçu un autre message aussi, et dans des questions qu'on m'a posées récemment, on me dit, tiens, je t'ai découvert avec les podcasts. Et ça me fait aussi super plaisir d'ailleurs, mais depuis combien de temps me suivez-vous? Voilà. Gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés, on se retrouve demain dans l'épisode 26.